Yuri Chassin, bonjour. Bonjour. On se rencontre quelques 6 journées après votre annonce à l'effet que vous avez décidé désormais de siéger à titre de député indépendant de Saint-Jérôme. Vous rompez Exact. avec la CAQ, Mhm. qui a été votre berceau politique, si on veut. Mhm. Vous êtes entré en politique comme député caquiste. En 2018, exact. Et ici, ben, au beau milieu de votre deuxième mandat, vous décidez de quitter le caucus de la CAQ. La première chose que je vais vous demander, c'est quelle a été la gestation de cette Ouais. décision-là? Est-ce qu'il y a longtemps que vous y pensez? Ben, oui et non. C'est-à-dire que je dirais que c'est vrai, c'est un peu comme une gestation, c'est qu'à un moment donné, on commence à avoir des signes de ça marche pas bien, il y a des trucs qui nous laissent insatisfaits, il y a des dossiers qu'on regarde aller, qu'on se dit, ben, il me semble que c'est pas la même chose que l'énergie qu'on avait au premier mandat. Puis, à la limite, même, tu sais, on avait une campagne électorale où on n'avait pas une plateforme électorale très charnue, là. C'était un petit peu mince. Mais après ça, c'est différents dossiers, différentes déceptions. Puis, ben, notamment le budget, je pense que ça a été peut-être un point tournant, ou en tout cas, ça a été une bouchée difficile à avaler, d'avoir un budget très déficitaire, où il y avait un engagement quand même de faire un examen des dépenses, puis de sentir après, ben, ça décollait pas vite, puis les suggestions qu'on faisait, ça passait pas tellement. Fait que finalement, tout ça était comme une espèce d'accumulation, et puis c'est pas vraiment. Des fois, on se dit, c'est comme une ligne rouge, là, tu sais, s'il y a un dossier là, qu'il faut citer, c'est quoi, puis il n'y a pas vraiment tant de ligne rouge, c'est vraiment l'accumulation, puis le sentiment que là, oups, on est de plus en plus à l'étroit, puis on essaie d'amener des idées. Puis souvent, ben, c'est ça aussi. Tu sais, moi, je pense que ça a été ça ma réflexion. C'est souvent qu'on essaie d'amener des idées originales, des idées innovantes. Mais des fois, on amène des idées de la CAQ, des engagements de la CAQ, puis on se dit, il me semble que c'est ça qu'il faudrait faire maintenant, ça correspond au contexte. Puis on se fait dire, ouais, là, c'est un petit peu difficile parce que tel truc. Puis c'est là où j'ai comme le sentiment qu'on n'a plus la même audace. Et donc, je quitte la CAQ, mais je garde la CAQ dans mon cœur. C'est-à-dire que je cherche, en fait, ironiquement, à ce que la CAQ retrouve son agenda caquiste. Puis à ce qu'on ait cette même audace, puis cette même irrévérence là, d'aller chercher des solutions un peu innovantes, de faire les choses différemment, parce qu'on ne pourra pas continuer longtemps comme ça si on garde les services publics autour. On peut vous qualifier comme un politicien qui est Plus à droite, de droite modérée. Mm. Évidemment, il y a des gens qui ont dit, ben, il s'en va chez Éric Duhem, il s'en va au Parti conservateur. Est-ce que vous avez envisagé ça, à un moment donné, de vous joindre à une autre formation politique? Puis dans le cas échéant, ben, je pense que c'était la seule à laquelle vous pouviez penser. Ben, pas nécessairement, mais en fait, c'est parce que je ne l'ai jamais envisagé pour une bonne raison. C'est que, je veux dire, le Parti conservateur du Québec, ça existe depuis un certain temps. Je pense qu'à la dernière élection, Éric Duhem l'a amené à un autre niveau aussi. Fait que ça existe sur l'écran radar. Là. On voit aussi que, bon, dans les propositions, il y a des trucs que moi, je trouve que ça a bien du bon sens. Mais à la fin, il y a aussi une façon de faire de la politique en équipe. Puis ça, pour moi, c'est comme, ironiquement, c'est ça qui est fondamental, c'est de pouvoir le faire en équipe, même si je suis peut-être un peu plus à droite que la moyenne, ben, même à la CAQ, mais de jaser avec des gens qui ne pensent pas comme moi, j'adore ça. Puis c'est ça aussi la politique, c'est de confronter ses idées, c'est de trouver des solutions qui rassemblent le plus largement possible. Et c'est sûr que à la fin, je connais Éric Duhem depuis longtemps, on se respecte beaucoup, on a une proximité idéologique, mais en même temps, lui, il faisait de l'extérieur du gouvernement. Moi, j'essayais de le faire à l'interne. Puis là, ben, je me suis rendu vraiment au bout de mes possibilités. Mais pour moi, c'est un peu sacré l'engagement que j'ai pris avec mes électeurs à Saint-Jérôme de dire vous n'avez pas voté pour Yuri Chassin, Parti conservateur du Québec, ou Parti québécois, ou Parti libéral, ou quoi que ce soit. Fait que, dans le fond, si moi je me sens plus à l'aise à la CAQ, je vais vous dire pourquoi, je vais vous l'expliquer, mais je vais rester indépendant jusqu'à la fin de mon mandat. Ça a été clair et précis, suffisamment en fait pour que je puisse me permettre d'appeler Éric Duhem puis de lui expliquer
le matin là, de mon annonce, puis qu'ils comprennent aussi OK. qu'est-ce que j'allais faire. Donc, en ce qui vous concerne, c'est ferme. On ne vous entendra Ouais, pas c'est un bon matin dire je me joins à tel autre parti. Exact. C'est pas... Fait que là, c'est vraiment, idéalement, ça serait de dire, je me joins à la CAQ à nouveau s'ils voulaient de moi, mais je garde espoir, j'ai ma carte de membre. La réalité politique nous enseigne que peut-être pas. C'est rare, mais c'est rare aussi qu'il y ait des députés qui claquent la porte en la laissant entrouverte. Ouais. On va dire ça comme ça. Fait que, peut-être que je suis un original, M. Michaud, savez-vous? On ne sait jamais. On ne sait jamais. Écoutez, bon, il y a une question de loyauté envers le mandat que vous avez obtenu. Il y a une question aussi est-ce que c'est par... Pourquoi pas quitter la politique, tout simplement? Ben, parce que j'aime ça. Rendu à cette Exact. à cette étape-là. Mais c'est vrai parce que, dans le fond, cette question-là se pose. Moi, je pense que d'une part, mais ça veut dire d'engager des dépenses pour une élection partielle. Puis, ça aurait pu, notamment, si l'écho avait été complètement différent de ce que j'ai entendu. Puis ça, c'est la particularité. Comme on se parle quelques 5 jours après, ben, j'ai été voir mes concitoyens. Puis, entre autres, samedi, on a couru les événements à gauche, à droite. Mais la réaction, elle est... En fait, je suis ahuri, mais elle est vraiment surprenante, là, mais c'est plutôt positif à date. Puis, évidemment, les gens je pense, ont compris ce que je disais. Fait que là, si les gens m'avaient brassé pour me dire, là, c'est pas ça qu'on voulait, faudrait que tu partes. Si j'avais eu ce message-là, ben, j'aurais peut-être songé, mais j'aime ça, d'être le porte-voix de Saint-Jérôme, d'essayer de faire avancer les projets ici le plus rapidement et le plus efficacement possible. Puis, ça me tente encore. J'ai une belle équipe autour de moi qui me suit là-dedans. Je pense que c'est quelque chose qui est absolument formidable à pouvoir réaliser. Je vais continuer jusqu'à la fin de mon mandat, par respect aussi pour mes électeurs, encore une fois. Donc, dans cet appui-là, ce relatif peut-être pas de l'enthousiasme, mais la compréhension. peut-être dans certains cas. Oui. Oui. Je peux vous dire personnellement que les gens que j'ai moi-même entendus, une des réactions que j'ai entendues le plus souvent, c'est en voilà un qui sera libéré de la langue de bois Oui. et du discours. Et ça, je peux vous dire qu'il m'apparaît que c'est très intéressant pour la population. Ouais, c'est une position confortable pour avancer des idées et des dossiers, c'est vrai, absolument. Mais c'est une position plus difficile pour faire avancer, pour faire adopter des choses. C'est ça, exact. Ouais. Alors, je pense que c'est ça aussi. Si on a une certaine langue de bois, en général, comme politicien, c'est parce que, justement, on adopte un discours d'équipe, puis là, tout le monde dit la même chose. Ça veut dire qu'ils disent des choses qui font mon affaire quand j'ai gagné mon point, puis moi, je dis des choses qui font peut-être pas mon affaire quand j'ai pas gagné mon point, mais on tient tous le même discours. Là, maintenant, on aura peut-être un discours plus centré sur autre chose. c'est pas un peu le risque qu'on court quand on est un parti qui s'appelle la Coalition Avenir Québec. À la base d'une coalition, c'est ça. Et le parti, c'est pas moi qui va vous enseigner, vous informer que la CAQ a essentiellement ravi la position traditionnelle du Parti libéral, qui était d'être un parti centriste au milieu de l'ensemble des tendances. Le Parti libéral a incarné ça pendant une partie importante de la fin du 20e siècle, en tout cas. Et c'est maintenant la CAQ qui a réussi cette initiative-là, ou qui a pris le milieu du terrain, qui l'occupe depuis quelque temps. Mais voici que ça se fissure, que le milieu du terrain, c'est pas assez. Est-ce que notre gouvernement ou notre gouvernance, notre État, vous avez dit, là, notre État n'est pas capable de rendre des services adéquatement. Est-ce que notre modèle est brisé? Est-ce que c'est fissuré? Ben oui. En bref,
Je pense qu'on est rendu un peu au bout de ce modèle-là, assez bureaucratique, merci, qui compte en fait sur les services publics, puis les organismes publics, puis les ministères, puis les fonctionnaires, puis c'est toujours très lourd, très difficile à transformer, puis on peut comprendre pourquoi, parce qu'à l'intérieur, ben, il y a toutes sortes de composantes qui ont leurs idées, mais moi, j'ai vu en travaillant avec M. Dubé à la santé, il n'y a personne qui est satisfait, tout le monde veut que ça change, mais c'est donc bien difficile à ce que ça change. Pourquoi, si tout le monde veut? Mais c'est parce que c'est pas nécessairement dans la même direction, chacun a un peu sa petite idée. Puis, évidemment, ben après ça, on se retrouve aussi à avoir je dirais, une déconnexion entre, même si on dit, l'éducation, c'est une priorité, la santé, c'est une priorité, bien, ça veut dire qu'on y met des ressources, on engage, on a des gens qui travaillent là, puis on veut leur donner des bonnes conditions de travail, puis on met de l'argent, puis on dirait que ça atterrit pas sur le terrain. Puis c'est ça aussi, hein, comme député, on voit un peu les deux, on voit ce qui se passe à Québec, on voit ce qui se passe sur le terrain, on se dit, bien, pourtant, on avait dit ça, là, au Salon Bleu ou en réponse à une question, puis on ne le voit pas. Fait que ça, c'est la partie qui, moi, me sidère, en fait, parce que je pense que c'est ça qui fait qu'on arrive au bout, là. On met de l'argent, puis ça paraît pas. Mais c'est ça. Ça se manifeste pas. Ben, ou en tout cas pas autant, parce qu'il y a des choses qui avancent quand même, mais ouais. À la fin, moi, c'est ça que j'entends de mes citoyens, puis je me dis, là, je ne sais plus quoi dire, là. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Fait que c'est pour ça que je pense qu'il y a un modèle d'État-providence assez large qui fait plusieurs choses, puis qui finalement les fait peut-être pas très bien, alors qu'il y a certains éléments qui vont vraiment bien, puis il y a d'autres éléments qui vont absolument pas du tout. Je vais vous demander de pousser un petit peu, d'être un peu plus précis. Ouais. Vous savez, vous êtes un politicien qui, évidemment, vous avez toujours été favorable au libre marché. Mm-hmm. Vous avez toujours... en grande partie. À titre d'économiste. Il y a des moments où bien le sûr. libre marché a aussi ses défauts. Mais justement, puisqu'on y est, on a vu des exemples au Québec de libre marché où, par exemple, des entreprises qui opéraient des RPA mm-hmm. ou des établissements privés qui littéralement, comme il arrive souvent à des entreprises, essaient de tricher le plus possible pour mm-hmm. aller maximiser leur gain mm-hmm. et puis ne rendaient pas tous les services requis. Pour la réaction logique pour combattre cette incursion-là ou cette façon de faire-là du privé, dans la culture, les gens se disent ben ça ne devrait pas être privé parce que le profit vient empêcher les gens de faire leur job comme il faut, donc ça devrait être public. Hélas, quand ça devient public, le travail, on le réalise, c'est pas nécessairement mieux fait. La job et votre défi, si on était dans un quiz télévisé, je dirais votre défi, M. Chassin, êtes-vous en mesure aujourd'hui de commencer à dire comment on peut conjuguer ça? Comment conjuguer la dynamique que le privé apporte, puis le besoin du public d'avoir des services de qualité à un prix. À un prix, c'est ça, raisonnable. Ouais. Parce que dans le fond, je pense qu'on peut pas penser seulement à cette dynamique-là, privé-public, comme étant, les deux ont des objectifs différents, parce que c'est pas tout à fait vrai. En tout cas, si on compare les objectifs, ça devrait être très, très nuancé, parce que les gens qui veulent faire plus d'argent, c'est très humain d'améliorer sa condition, mais tant qu'à faire du profit, est-ce que je fais du profit en ayant, par exemple, une clinique, un groupe de médecine familiale, si je suis médecin, ou est-ce que je place mon argent en bourse? Je vais faire de l'argent, dans les deux cas, mais si c'est ça qui me passionne, moi, la médecine, puis que j'ai envie d'avoir un groupe de médecine familiale intéressant, je vais consacrer des ressources, puis oui, faire un profit, parce qu'il faut que ça soit rentable. Je veux dire, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, d'accord, mais ceci étant, de tous les choix qui s'offrent à moi, c'est pas que le profit qui me motive. Je pense en fait que le profit, ça ne motive aucun être humain. C'est une espèce de résumé théorique, là, en quelque sorte, en sciences économiques, bien que c'est nécessaire que ça soit rentable. Puis, un peu comme l'État qui est un peu désincarné, hein,
on n'a pas quelqu'un là, qui s'appelle Marie-Pierre qui occupe ce poste-là, puis c'est son poste à elle, à Marie-Pierre. Non, Marie-Pierre elle occupe une fonction dans l'État. Puis bien, elle a ses intérêts aussi. Elle aussi, elle veut améliorer son salaire, sa rémunération. Est-ce que elle ne pense qu'au bien collectif universel? Ben peut-être pas. Elle pense aussi à elle, c'est correct. Je pense que c'est pas condamnable. Mais donc, ça veut dire que dans tous les cas, les gens sont un peu motivés pour les mêmes raisons, de donner quelque chose qui ressemble à un bon service, sans nécessairement en pâtir eux-mêmes. Moi, je pense que dans les deux cas, il y a cette similitude-là très humaine. Après ça, comment on peut conjuguer? Bien, moi, je pense que c'est aussi l'incitation que le privé reçoit parce qu'il est toujours menacé à avancer, à innover, à rechercher quelque chose de nouveau, versus la sécurité de processus qui sont établis pour vérifier, pour valider, pour s'assurer que. Est-ce que l'État peut encadrer, peut financer comme assureur, à la limite, certains soins, comme les soins de santé notamment? Est-ce qu'il est obligé de construire des hôpitaux? Est-ce qu'il est obligé de négocier des conventions collectives nationales pour, de Mont-Laurier à Mont-Joli, couvrir tout le Québec? Ça, c'est la partie où des fois, on se dit, ouais, là, il y a peut-être certaines fonctions qui iraient mieux au privé, certaines fonctions qui iraient mieux au public. Je pense que c'est là où il y a comme un recalibrage à faire. Mais à coup sûr, on ne peut pas rater notre. Quand on regarde les services publics, on ne peut pas rester les bras croisés. Moi, je pense que c'est ça aussi la leçon. Parce que les gens qui me parlent des services, ils me disent, ben, monsieur Chassin, moi, j'étais à la clinique, puis j'ai payé tant, puis je suis content, la petite a sa prescription. Puis j'ai pas manqué ma journée de travail, c'est formidable. Mais qu'est-ce qu'ils font les gens qui n'ont pas l'argent pour ça? T'sais? Puis les gens, ils pensent spontanément, puis ils demandent aussi pourquoi je paye la moitié de mes impôts dans un système qui n'est pas là quand j'en ai besoin. Fait que c'est un petit peu cette espèce de réflexion-là, je pense qu'on doit avoir collectivement. Oui. Bien, en fait, oui. Vous êtes, à titre d'économiste, vous comprenez très bien que quand on parle de la loi de l'offre et de la demande, Oui. quand on voit des gens de conditions extrêmement modestes qui préfèrent débourser pour rencontrer un médecin dans une clinique privée plutôt que de profiter d'un service qui leur est accessible gratuitement, c'est ça. C'est parce qu'il y a définitivement un malaise. Parce qu'il y a un coût en temps, oui. En fait, c'est ça. Donc, tout à fait. Que les gens n'apprécient pas et ne sont pas prêts à mettre. En général, quand on attend des soins, c'est parce qu'on est souffrant. Ouais. Fait que ce temps-là, il est vraiment pas le fun. On veut le réduire au maximum. C'est tout à fait rationnel économiquement, on va dire ça comme ça. Alors là, ce dont vous parlez, M. Chassin, c'est de tout un chantier national. Ben, je pense en fait que c'est pas tant une montagne que ça, parce qu'on peut regarder ailleurs. Il y a plein de façons de faire. Il y a plein de modèles. Puis, ben, notre fameux modèle, entre guillemets, québécois, que personne ne suit vraiment tant que ça. Là. Je veux dire, on a des belles composantes, là, des services de garde éducatifs à l'enfance, ben c'est une belle réussite. Après ça, est-ce qu'on est obligé d'avoir tout un pan sur qu'est-ce que un CPE doit contenir en termes de bâtisse, puis qu'on ait toutes les spécifications techniques, ou est-ce qu'on dit aux gens, ben, en fait, nous, on est prêt à subventionner les parents, subventionner les places, mais on ne va pas là, s'intéresser à l'infrastructure parce que ça peut être ailleurs. Mais ça peut être une façon de faire comme ça se produit en fait dans bien d'autres endroits, que ce soit des provinces ou des pays. Moi, je pense que c'est là où la réflexion n'est pas si difficile parce que ça existe ailleurs, des modèles un peu différents. Puis c'est là où on doit peut-être juste avoir le bon diagnostic d'abord. Puis après ça, on ira chercher les solutions, ça existe. J'imagine, parmi les solutions, un changement de culture. Parce qu'il y a un peu du tout à l'État dans nos réactions à l'actualité, des fois, au Québec. C'est vrai. Et possiblement une certaine forme de décentralisation, j'imagine? Exactement. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui était fondamental depuis le début à la Coalition Avenir Québec, puis que je sens moins. C'est vrai que c'est difficile quand on est, par exemple, ministre ou dans un cabinet,
de convaincre le ministère à Québec de dire, savez-vous, on va renoncer à des pouvoirs. Puis on va les donner. Hein? La dévolution, c'est... Puis des fois, ben, même quand on le fait, c'est pas nécessairement toujours évident. Il y a des municipalités ou des MRC qui disent, ah, tiens, j'ai un nouveau pouvoir, mais là, je trouve que j'ai pas assez de ressources pour le faire. Ça aussi, c'est des discussions pas nécessairement faciles. Mais, tu sais, je pense qu'un des meilleurs exemples, c'est l'autonomie des écoles. On me parlait d'abolir les commissions scolaires et les élections scolaires pour avoir finalement aussi des écoles plus autonomes. Ben, les élections scolaires ont plus lieu, ça va. On a harmonisé les taux de taxes scolaires à travers le Québec, formidable. Dans les Laurentides, on ne l'a pas vu parce que c'était nous le taux plus bas. C'est que tout le monde nous a rattrapés, en fait. Mais après ça, je sens pas que les directrices et les directeurs d'école ont soudainement beaucoup plus de latitude, reçoivent des services du centre de services scolaires, mais c'est eux les clients, puis ils ont un rapport hiérarchique différent avec les commissions scolaires. Ça, je le sens pas. Moi, je voudrais qu'on aille là. Je voudrais qu'une école puisse dire, par exemple, ben, dans telle circonstance, moi, j'ai un projet X, Y, l'équipe école se mobilise, le conseil d'établissement, puis on veut embaucher nos enseignants. Ça a l'air simple, mais ils ne peuvent pas à l'heure actuelle. C'est toutes des règles qui sont régies dans les conventions collectives, puis le placement, puis c'est compliqué. Pourtant, une école dans une communauté, il me semble qu'on devrait pouvoir collaborer, on devrait pouvoir trouver des façons de faire qui sont plus aisées. Ça, c'est la décentralisation très concrète. Puis juste dans le système scolaire, après ça, il y en a plein d'autres. Je veux terminer en vous parlant du dossier de l'hôpital Ben oui. de Saint-Jérôme. Écoutez, les usagers de l'Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme et du système de santé, allons-y de façon plus large, de façon à peu près consensuelle, quand on parle à l'ensemble de la population, on se fait dire c'est extraordinaire les personnes à l'intérieur du réseau de la santé, l'attention qu'elles ont, le professionnalisme qu'elles ont. Ouais. Les gens sont constamment, parce que, et ça découle de deux choses. Un, les gens entrent dans le système de santé, sont un peu en maudit en rentrant, parce qu'ils disent notre système de santé n'est pas accessible, puis c'est difficile, mais ils ne réussissent pas à rester, si on peut se permettre l'expression, ils ne restent pas choqués bien longtemps parce qu'ils s'aperçoivent une fois qu'ils sont dans le système qu'ils ont affaire à des gens. Et le commun des mortels s'en va chez eux en disant comment est-ce que mon gouvernement réussit le chef-d'œuvre de prendre autant de gens compétents puis de les rendre inefficaces. Puis, alors, c'est le dilemme. Oui, tout à fait. Et je me demande si, avec une volonté qui avait l'air claire, de faire progresser l'Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme. Je me souviens où on s'est tous les deux parlé il y a bientôt 5 ans, 6 ans. Même 6 ans, oui, c'est ça. De la nécessité de dire, ben l'hôpital qu'on aura en 2025, espérons qu'il ne soit pas l'hôpital de 2019, mais bien celui de 2025. Exact. Et là, on est assis ici en 2024. À quelques mois de 2025. Et il faut faire le même raisonnement puis penser 2029, 2030. Mais, alors, comment se fait-il, M. Chassin, que ça n'a pas bougé? Presque, on a l'impression que ça n'a pas bougé d'un iota depuis 5-6 ans, ce dossier-là. Parfois, on a, tu sais, il y a pas très loin, là, sur Saint-Joseph, juste l'autre bord de la rivière, il y a un édifice d'habitation qui monte, puis c'est impressionnant parce que pendant des mois et des mois et des mois, ils creusent, puis ils font des fondations, puis ils établissent des trucs, puis c'est en dessous du sol, tu sais, là. Puis là, il y a des petites barrières, on ne voit pas trop, mais on voit qu'il y a un trou, tu sais, puis on dirait que rien ne se passe. Puis à un moment donné, quand ça monte, pouf, les étages se construisent, là, puis on dirait que ça... Ils en construisent quasiment un par jour. Ben, ça va vite, cette partie-là. Fait que je me dis qu'il y a quand même... il faut comprendre qu'au gouvernement, il y a une planification, puis c'est normal parce qu'on ne veut pas construire mal. Sinon, on va être pogné avec ça pendant 50, 60, 75 ans. Mais en même temps, ce processus de planification-là, de réfléchir aux différentes fonctions qui sont reliées entre elles, puis tout ça, puis où placer quoi, puis ben, on l'a déjà fait là, dans d'autres hôpitaux. Fait que moi, je pense qu'on a peut-être des gains d'efficacité à aller chercher, parce que tout le monde veut que l'hôpital de Saint-Jérôme se fasse rapidement avec son projet de modernisation et d'agrandissement.
Puis là, ben, on est dans un cas où on a vraiment besoin des plateaux chirurgicaux modernes. Puis cette urgence-là, qui existait en 2018, là, quand moi je me suis présenté en campagne électorale, c'était reconnu déjà par le gouvernement, enfin, c'était reconnu par le CIS, puis ça a été reconnu par le gouvernement à quelques jours du déclenchement des élections, bien sûr, mais au moins c'était reconnu, tu sais. On savait que les besoins étaient là, puis on dirait que cette étape de planification, qui est essentielle, mais elle ne va pas si tant vite que ça non plus. Quand on a eu, en pleine pandémie, le besoin extraordinaire d'avoir de la place de plus, qu'on a construit notre cher abri tempo, qui n'est pas très beau de l'extérieur, mais qui est à fine pointe à l'intérieur, bien, ça s'est fait en 10 mois, en tout et pour tout. Pourquoi? Parce qu'on sentait l'urgence. Il fallait que ça aille vite, il fallait que ça aille tout de suite. Là. Donc, je peux comprendre qu'on veut bien planifier, puis en même temps, il faut garder aussi en tête que tant qu'on planifie, ben, il y a des soins qui ne sont pas donnés dans les nouveaux locaux. Et ça, c'est quelque chose que je trouve, ça, c'est ce qu'on pousse. C'est fondamental comme député, là. On pousse sur l'idée, est-ce que vous avez l'urgence en tête? C'est pressant, c'est hier que ça nous le prenait. Puis ça, des fois, là, on se bute un peu à, oui, mais écoutez, on suit le processus. Puis toutes les personnes de bonnes intentions, qui sont très compétentes, mais qui suivent le processus, pas nécessairement parce qu'elles trouvent que c'est si utile, mais parce qu'il faut. Ben, à un moment donné, on se dit non, il y a quelque chose qui manque parce qu'on a une clinique médicale spécialisée qui a été construite puis qui est fonctionnelle avec des salles de chirurgie, puis le délai n'était pas du tout le même. Là. C'est des salles de chirurgie aussi, bon, il y en a moins, mais quand même. Fait que je pense qu'on a à apprendre du privé. On a aussi à réfléchir à la complexité de nos processus puis de nos systèmes parce qu'il faut que les êtres humains bien intentionnés qui sont à l'intérieur, qui sont bien formés d'ailleurs, qui sont vraiment super, mais ils aient la latitude d'agir, la latitude de prendre des décisions à leur niveau. Puis c'est ça, un peu comme on disait avec l'éducation, ceux qui connaissent les enfants par leur nom devraient prendre plus de décisions, ceux qui connaissent les patients par leur nom aussi devraient prendre plus de décisions. Intéressant. Dernière question. Il est évidemment bientôt, la vie normale des gouvernements, c'est 4 ou 5 ans, ça dépend des aléas, des situations politiques. En tout cas, on a une date fixe pour l'élection. Oui. Alors, cela dit, est-ce que, aujourd'hui, 2 ans avant, là, est-ce que vous êtes capable de vous voir comme candidat indépendant au poste de député de Prévost dans 2 ans? Ou bien, par exemple, oui. En toute franchise, non. Moi, c'est pas, tu sais... Les députés indépendants ont généralement très peu de succès électoral, mais c'est vrai que c'est loin, dans le sens où j'essaie quelque chose d'un peu... d'un peu casse-cou, là, mais je sors de la CAQ pour aller de l'autre bord, aiguillonner la CAQ pour qu'elle retrouve un peu son allant, son audace, son envie de se battre. T'sais. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui restent à l'intérieur puis qui ont aussi ce désir-là avec moi. Ça fait qu'on va pousser puis on va essayer de trouver une façon d'avoir disons, le type de regard neuf qu'on avait au départ puis qu'on était capable d'imposer parfois. C'est coûteux, là, c'est pas facile, mais parfois. Puis si ça marche, ben on verra rendu là. Mais peut-être que ce geste-là aura mis fin en rétrospective à ma carrière politique. Puis peut-être que ça aura juste changé de direction, mais que ça aura amélioré peut-être même mon parti que je quitte. Fait que c'est un peu mon espoir. Parce que c'est sûr que même humainement, c'est ma famille, c'est des gens que je respecte puis j'apprécie puis que j'ai envie de travailler avec eux. Mais 2 ans étant tellement loin, je vais essayer de regarder les prochaines semaines d'abord. Puis après ça, on s'en reparlera de toute façon. Yuri Chassin, merci. Merci à vous.